Un pistolet braqué sur un héros dans un cimetière sacré. Comment la France a-t-elle pu laisser cela arriver? Avant de commencer, si cette histoire vous touche, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si elle vous révolte, faites entendre votre voix en likant la vidéo. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation inattendue vous attend, prête à changer votre regard sur la justice. Dans l'ombre solennelle du cimetière national de Notre-Dame de Lorette, où les âmes des soldats français reposent sous des croix blanches, une infamie a éclaté, brisant le silence sacré d'une cérémonie funéraire. Le général Philippe Dubois, héros d'origine maghrébine, vétéran des champs de bataille de Mali, est venu rendre un dernier hommage à son frère d'armes, le colonel Jean-Marc Renaud. Vêtu de son uniforme impeccable, médaille scintillant sous le soleil pâle, Dubois se tient droit, exécutant un salut militaire parfait, un geste empreint de douleur et d'honneur. Mais soudain, un cri déchire l'air. « Baissez la main! Qui êtes-vous » Antoine Lefebvre, officier de police chargé de la sécurité, pointe son arme tremblante sur Dubois, son regard empoisonné par le mépris. Pourquoi? Parce que cet homme à la peau basanée, malgré ses étoiles de général, n'a pas plié l'échine devant le drapeau, défiant l'ordre implicite de Lefebvre. La foule, figée, retient son souffle. Des vétérans aux larmes contenues, des officiers aux poings serrés, tous témoins d'une injustice criante. Dubois, immobile, fixe le canon sans ciller, son silence plus assourdissant que 1000 discours. Une vieille femme tenant une rose fanée murmure « C'est une honte, un général humilié sur notre sol sacré ». La colère monte, une rage sourde contre un système qui ose souiller l'honneur d'un héros. Une lettre secrète, glissée dans l'uniforme de Dubois par un inconnu, promet de révéler un complot plus vaste encore, attisant l'indignation. Cette insulte n'est pas seulement personnelle, elle blesse la France entière, ses valeurs de liberté et de dignité piétinées sous le poids du préjugé. Sous le ciel gris de Notre-Dame de Lorette, un affront a transformé un adieu sacré en un cri de révolte. Comment un héros peut-il être traité comme un criminel sur la terre qu'il a défendue? La cérémonie funéraire au cimetière national de Notre-Dame de Lorette, où le général Philippe Dubois venait honorer son frère d'armes, le colonel Jean-Marc Renaud, avait à peine commencé que l'impensable éclata. Alors que les drapeaux tricolores flottaient doucement, portés par une brise froide, et que les notes graves d'un clairon résonnaient, un hurlement déchira la solennité. « Baissez la main! Qui êtes-vous » Antoine Lefebvre, officier de police chargé de la sécurité, pointa son pistolet sur Dubois, le canon tremblant à quelques centimètres de son torse. Ce n'était pas une simple erreur, mais une accusation venimeuse, née d'un regard empoisonné par le préjugé. Dubois, un général décoré d'origine maghrébine, dont l'uniforme portait les cicatrices d'une vie de service en Mali et au Moyen-Orient, venait de rendre un salut militaire impeccable, un geste de respect pur pour Renaud. Pourtant, pour Lefebvre, ce salut, exécuté par un homme à la peau basanée, semblait une provocation, une anomalie dans son monde rigide où l'ordre exigeait la soumission. La foule, composée de vétérans aux médailles, ternis par le temps, de jeunes soldats aux yeux encore pleins d'idéaux et de familles endeuillées, se figea dans un silence suffocant. Un vieux général, appuyé sur une canne, serra les dents, son regard trahissant une colère contenue. Une mère, tenant la main de son fils en uniforme, murmura, la voix brisée, « C'est une insulte à nous tous ». Dubois, lui, ne bougea pas. Ses yeux, calmes mais perçants, fixèrent le canon sans un frémissement, comme s'il affrontait une tempête qu'il avait déjà vue 1000 fois sur les champs de bataille. Ce n'était pas de la peur, mais une dignité si absolue qu'elle rendait Lefebvre minuscule, son arme ridicule face à l'honneur d'un homme qui n'avait jamais plié, même sous le feu ennemi. Lefebvre, visage crispé, aboya de nouveau. « Main derrière la tête, identifiez-vous » Chaque mot était une tentative désespérée de reprendre le contrôle, mais plus il criait, plus son autorité s'effritait. Dubois resta immobile, son silence plus tranchant qu'une lame. Une lettre mystérieuse, glissée dans sa poche par un inconnu juste avant la cérémonie, pesait lourd dans son esprit. Écrite à l'encre noire, elle portait une phrase énigmatique. « Ils savent qui vous êtes, mais ils veulent vous effacer. » Cette note, découverte par hasard alors qu'il ajustait son uniforme, suggérait un complot au sein même des forces de sécurité, un plan pour discréditer les héros d'origine étrangère. Cette révélation attisa la rage sourde dans la poitrine de Dubois, mais il la contint, laissant son regard parler pour lui. Chaque seconde,
de son immobilité était un défi. Un refus de se plier à une injustice qui ne visait pas seulement lui, mais tout ce que Renaud et lui avaient défendu. Autour d'eux, la tension monta comme une vague prête à engloutir la cérémonie. Un jeune officier, Émile Bisset, qui se tenait près de Lefebvre, détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de Dubois. Il savait, comme d'autres, que cet homme n'était pas un imposteur. Les médailles sur son uniforme, la posture d'un général qui avait commandé sous les tirs à Bamako, tout hurlait la vérité. Pourtant, personne n'osa intervenir immédiatement. La peur de défier l'autorité, même une autorité manifestement dans l'erreur, paralysait la foule. Une femme âgée, portant un foulard noir, laissa tomber une rose blanche, écrasée sous le pas précipité d'un soldat désorienté. Comment ose-t-il murmura-t-elle, sa voix tremblante de colère, un écho de l'indignation qui grondait dans les cœurs des présents. Lefebvre, sentant le poids des regards, vacilla. Son arme trembla davantage, son assurance s'effondrant sous l'éclat silencieux de Dubois. Il tenta de justifier son geste par un murmure dans son oreillette. Sujet non identifié, possible menace. Mais ces mots sonnaient creux, un mensonge que même lui ne croyait plus. La lettre dans la poche de Dubois semblait brûler. Un rappel qu'il n'était pas seulement une cible individuelle, mais un symbole d'une lutte plus vaste contre un système qui tolérait l'injustice sous couvert de protocole. Un vétéran, médaillé de la Légion d'honneur, s'avança soudain, brisant le silence. Cet homme est le général Philippe Dubois. Il a sauvé des vies pendant que vous jouiez à l'autorité. Ces mots, comme une détonation, firent reculer Lefebvre d'un pas, son visage blême face à la vérité qu'il avait tenté d'étouffer. Cette confrontation ne fut pas seulement un affront personnel, mais une blessure infligée à l'honneur de la France, une nation qui se targue de liberté et d'égalité. La colère collective monta, alimentée par l'image d'un général, héros de guerre, humilié par un homme dont le pouvoir reposait sur la peur et le préjugé. Les téléphones s'élevèrent dans la foule, capturant chaque seconde de cette infamie, diffusant en direct l'image d'un pistolet pointé sur un héros. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, transformant l'incident en un cri de ralliement contre l'injustice. Une vérité éclata. Ce n'était pas seulement Dubois qui était visé, mais tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés par leur apparence plutôt que par leurs actes. La lettre mystérieuse, toujours non révélée, promettait d'exposer un réseau plus sombre encore, un système où des officiers comme Lefebvre étaient protégés, leurs abus dissimulés sous des rapports falsifiés. Le vent glacial de Notre-Dame de Lorette semblait porter encore l'écho du cri d'Antoine Lefebvre, son pistolet braqué sur le général Philippe Dubois, héros maghrébin dont le salut militaire, au cercueil de son frère d'armes, Jean-Marc Renaud, avait été traité comme une menace. Mais alors que l'arme tremblait dans les mains de Lefebvre, quelque chose de plus grand se brisa. Le voile d'une injustice tolérée trop longtemps. Dubois, immobile, son regard perçant le chaos, n'avait pas cédé. Son silence, plus puissant qu'un millier de discours, avait transformé la foule pétrifiée en témoin d'une vérité criante. Les murmures indignés s'étaient élevés. Les téléphones avaient capturé l'infamie, et une lettre mystérieuse, glissée dans l'uniforme de Dubois, laissait entrevoir un complot visant à effacer son existence. Ce moment d'affrontement n'était que le prélude d'un séisme qui allait ébranler les fondations d'un système corrompu. Soudain, une voix claire et autoritaire trancha l'air lourd de tension. « Baissez votre arme, officier !» Cet homme est le général Philippe Dubois. La colonelle Claire Moreau, une femme au port altier, s'avança depuis les rangs des officiers, ses insignes de haut rang brillant sous le ciel gris. Sa voix, ferme mais vibrante de colère, résonna comme un verdict dans le cimetière sacré. Les têtes se tournèrent, les cœurs s'arrêtèrent. Moreau, qui avait servi sous Dubois à Bamako, ne parlait pas pour défendre un homme, mais pour rétablir une vérité bafouée. Cet homme a commandé sous le feu ennemi, sauvé des vies, porté l'honneur de la France là où d'autres auraient fui. Et vous osez le menacer sur cette terre consacrée? Chaque mot était une lame, taillant dans l'arrogance de Lefebvre, dont le visage blêmit, son arme s'abaissant comme si elle pesait une tonne. La foule, jusque-là figée, explosa en un tumulte d'indignation. Un vétéran, médaillé de la Légion d'honneur, frappa le sol de sa canne. « C'est une trahison, une insulte à tous ceux qui ont saigné pour ce drapeau !» Une jeune femme, officier en formation, s'avança, les larmes aux yeux, criant « Si un général peut être traité ainsi, que reste-t-il pour nous ?» Les téléphones,
toujours levé, diffusait l'incident, en direct, transformant l'humiliation de Dubois en un cri de révolte nationale. Mais un nouveau choc attisa la fureur. Un badge d'identification, trouvé par terre près de Lefebvre, portait le nom d'un officier supérieur absent, suggérant que l'ordre de viser Dubois venait d'une autorité plus haute, peut-être liée à la lettre mystérieuse. Cette découverte, murmurée dans la foule, fit bouillir le sang des présents. Ce n'était plus seulement l'acte d'un officier raciste, mais une conspiration orchestrée pour discréditer un héros dont la simple existence défiant les préjugés menaçait un système pourri. Lefebvre, acculé, tenta de se justifier. C'était une erreur de protocole, bégaya-t-il, mais sa voix se perdit dans le grondement de la foule. Ses collègues, restés en retrait, baissèrent les yeux, incapables de soutenir leur supérieur. Émile Bisset, un jeune officier sous les ordres de Lefebvre, murmura à un camarade. Il savait qui était Dubois. Il l'a fait exprès. Cette confession, à peine audible, était un aveu que l'acte de Lefebvre n'était pas un malentendu, mais une manifestation de haine raciale protégée par un système complice. La lettre dans la poche de Dubois, dont le contenu restait secret, semblait hurler une vérité que tous pressentaient. Des forces invisibles voulaient réduire au silence ceux qui, comme Dubois, incarnaient un honneur que la France avait oublié d'honorer. Dubois, toujours debout, n'avait pas prononcé un mot. Son silence, loin d'être une faiblesse, était une arme. Il força chaque témoin à regarder l'injustice en face, à ressentir la brûlure d'une honte collective. Une vieille femme, tenant une photo de son fils mort au combat, s'effondra en sanglots. « Mon fils est mort pour ce pays, et voilà comment on traite ses héros ?» Sa douleur, brute, ralluma la rage dans les cœurs. Un groupe de jeunes soldats, médailles cliquetant, s'avança, formant un cercle protecteur autour de Dubois, non pas par ordre, mais par instinct. « Vous ne toucherez plus à cet homme !» lança l'un d'eux, sa voix tremblante de fureur. Ce geste spontané transforma le cimetière en champ de bataille, non pas pour les armes, mais pour la dignité. La vérité éclata comme une grenade. Les vidéos, désormais virales, montraient Dubois, droit et inébranlable, face à un Lefebvre en perdition, son arme devenue le symbole de sa chute. Les hashtags « Justice pour Dubois » et « Honneur bafoué » inondèrent les réseaux, portés par des vétérans, des étudiants, des citoyens ordinaires. Une nouvelle révélation secoua l'Assemblée. Un enregistrement audio, capturé par un micro oublié sur un officier, révélait Lefebvre disant avant la cérémonie « S'il ne baisse pas la tête, on le fera plier ». Cet aveu, diffusé en direct par un journaliste présent, confirma que l'acte était prémédité, un coup monté pour humilier un général dont la carrière impeccable menaçait l'ordre établi. Cette trahison ne visait pas seulement Dubois, mais l'âme même de la France, ses valeurs républicaines piétinées dans un lieu où l'honneur devrait être intouchable. La colère collective devint un brasier. Une mère, venue rendre hommage à son frère mort en Afghanistan, cria « Si un général est traité comme un criminel, que reste-t-il pour nos enfants ?» Les drapeaux, agités par le vent, semblaient eux-mêmes protester, leurs plis claquant comme des accusations. Dubois, au centre de cette tempête, restait une colonne de granit, son silence obligeant chacun à se confronter à sa propre lâcheté. Lefebvre, désormais isolé, sentit le sol se dérober sous lui. Son arme, qu'il avait cru être un bouclier, n'était plus qu'une preuve de son échec, un stigmate que la France entière voyait maintenant. L'écho de la voix de la colonelle Claire Moreau, proclamant l'identité du général Philippe Dubois face à l'arme d'Antoine Lefebvre, résonnait encore dans le cimetière de Notre-Dame de Lorette. Le pistolet de Lefebvre, tremblant puis abaissé, n'avait pas seulement marqué la fin d'un affront, mais le début d'un soulèvement moral. Les drapeaux tricolores, agités par un vent furieux, semblaient crier justice, tandis que la foule, enflammée par l'indignation, transformait son silence en un rugissement collectif. Les vidéos virales, le badge mystérieux trouvé près de Lefebvre et l'enregistrement audio révélant un acte prémédité avaient attisé une colère nationale. Une lettre secrète, glissée dans l'uniforme de Dubois, suggérait un complot plus vaste, visant à effacer les héros comme lui. Ce n'était plus une simple erreur d'un officier, c'était une trahison orchestrée, une blessure ouverte dans l'âme de la France. Dans une salle austère de la base militaire de Verdun, à quelques kilomètres du cimetière, une enquête d'urgence fut convoquée, loin des regards indiscrets. Les murs de pierre, témoins de décennies d'histoire, semblaient en frémir sous le poids des révélations à venir. Lefebvre,
dépouillé de son uniforme, entra, les épaules voûtées, le visage blême comme s'il portait déjà le fardeau de sa chute. Face à lui, un panel implacable. Des avocats militaires, un représentant du ministère de la Défense et une civile, ancienne juge, dont le regard perçant semblait disséquer chaque mensonge avant qu'il ne soit prononcé. Confirmez-vous avoir menacé un général en plein hommage national demanda la juge, sa voix froide comme l'acier. Lefebvre bégaya, invoquant un malentendu et un excès de zèle. Mais ces mots, fragiles comme du verre, se brisèrent sous le poids d'une vérité accablante. Un dossier, épais et jauni, fut posé sur la table. Des plaintes contre Lefebvre, étouffées pendant des années, refaisèrent surface. Des interpellations abusives de citoyens maghrébins, des fouilles sans motif, des rapports falsifiés. Une nouvelle preuve fit l'effet d'une bombe. Un courriel interne, daté de 2018, où un supérieur de Lefebvre écrivait « Pour certains profils, agissez d'abord, justifiez ensuite ». Ce message, signé d'un officier aujourd'hui retiré, révélait un système qui non seulement tolérait, mais encourageait les abus de pouvoir. La salle retint son souffle. Un vétéran, présent comme témoin, serra les poings, sa voix tremblante de rage. « Vous avez laissé des hommes comme lui salir notre honneur, et maintenant vous osez parler de protocole ?» La colère, palpable, menaçait d'engloutir la salle, chaque révélation alimentant un brasier d'indignation. Lefebvre, acculé, tenta de se défendre. « Je suivais les ordres !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le mépris général. Émile Bisset, son subordonné, s'avança, le visage marqué par la honte. « Il n'y avait aucun ordre », murmura-t-il, sa voix brisée. « Lefebvre a agi par haine, et nous l'avons laissé faire. » Cet aveu, sincère et dévastateur, arracha le masque d'un système qui protégeait les coupables sous des couches de paperasse. Une autre surprise choqua l'Assemblée. Un registre secret, découvert dans les archives de la police, listait des cibles prioritaires basées sur l'origine ethnique, avec le nom de Dubois annoté comme « à surveiller ». Cette preuve, brandie par la juge, transforma l'enquête en un procès contre un système entier, pas seulement un homme. La fureur monta encore lorsque Claire Moreau prit la parole. « J'ai vu Dubois risquer sa vie à Bamako », déclara-t-elle, les yeux brillants de colère. « Si un homme comme lui n'a pas le droit d'honorer ses frères d'armes, alors cette nation ne mérite pas ses héros. » Ces mots, comme un coup de tonnerre, firent trembler les consciences. Une femme dans l'assistance, venue rendre hommage à son fils mort en Afghanistan, se leva, criant « Combien de nos enfants ont été humiliés ainsi pendant que vous fermiez les yeux ?» Chaque témoignage était une flamme ajoutée à l'incendie. Chaque vérité une fissure dans les murs d'un système qui avait trop longtemps étouffé la justice. L'enquête ne s'arrêta pas à Lefebvre. Une directive fut signée. Toutes les plaintes archivées depuis 10 ans seraient réexaminées par une commission indépendante. Le registre secret et le courriel accablant devinrent des symboles d'une corruption institutionnelle. La France, fière de ses valeurs républicaines, se regardait dans un miroir brisé, forcée de reconnaître que l'honneur de ses héros avait été trahi non par un seul homme, mais par un système qui avait choisi le silence. Dubois, absent de la salle, n'avait pas besoin d'être présent. Son silence, sa dignité face au canon d'une arme, avaient allumé une torche que nul ne pouvait éteindre. L'enquête à la base militaire de Verdun avait exposé une vérité brutale. L'humiliation du général Philippe Dubois à Notre-Dame de Lorette n'était pas l'acte isolé d'Antoine Lefebvre, mais le symptôme d'un système gangrené par le préjugé et la complicité silencieuse. Les révélations, un courriel incriminant, un registre secret ciblant des citoyens maghrébins, une lettre mystérieuse glissée dans l'uniforme de Dubois, avaient transformé l'indignation en un feu inextinguible. Les drapeaux tricolores du cimetière, témoins de l'affront, semblaient désormais exiger justice, non pas pour un homme, mais pour l'honneur bafoué de la France. Alors que les plaintes oubliées refaisaient surface, promettant une révision sans précédent, un nouveau chapitre s'ouvrit, non dans une salle d'audience, mais dans un amphithéâtre austère, où la vérité devait parler d'elle-même. Sous un plafond voûté, où les ombres des héros passés semblèrent de planer, Philippe Dubois entra, seul, sans escorte ni insigne. Il ne portait pas son uniforme, mais un simple costume gris, tenant dans sa main une paire de gants blancs usés, vestige de ses années de service. Son arrivée fit taire la salle bondée. Officiers, avocats, journalistes et citoyens, tous se levèrent, non par protocole,
mais par un respect instinctif pour un homme dont la dignité avait ébranlé une nation. La lumière froide des projecteurs soulignait les rides de son visage, mais ses yeux, brûlants d'une colère contenue, semblaient défier le temps. Invité à parler, Dubois refusa le pupitre et le micro, choisissant de s'avancer au centre, là où chaque mot porterait le poids de sa vie. Je ne suis pas ici pour accuser, commença-t-il, sa voix grave coupant le silence comme une lame. Je suis ici pour Jean-Marc Renaud, pour les nuits à Bamako, où nous comptions nos respirations pour savoir si nous étions encore vivants. Ces mots, simples mais dévastateurs, firent frémir l'Assemblée. Dubois ne parla ni de Lefebvre, ni de l'arme pointée sur lui. Il raconta une embuscade dans le désert, où Renaud et lui, privés de munitions, avaient tenu 3 jours, leurs mains ensanglantées serrant des promesses muettes. Jean-Marc m'a dit « Si tu survis, ne parle pas fort, reste calme, car la vérité se rétrécit quand on la crie. » Une pause, lourde comme une pierre tombale, força chacun à mesurer sa propre lâcheté. Puis, il leva les yeux, non pour juger, mais pour dévoiler. L'homme qui m'a menacé n'a pas vu un général. Il n'a vu qu'une ombre qu'il voulait effacer. Mais ce n'est pas à moi de lui pardonner. C'est à vous de ne plus fermer les yeux. Un frisson de rage traversa la salle. Une nouvelle révélation attisa l'incendie. Un carnet, retrouvé dans les affaires personnelles de Renaud après sa mort, contenait une liste manuscrite de noms, dont celui de Dubois, annotés, à protéger, car ils seront visés. Ce carnet, transmis secrètement à Dubois par la veuve de Renaud, juste avant l'audience, suggérait que Renaud avait pressenti une campagne pour discréditer les officiers maghrébins. Cette découverte, brandie par Dubois comme une arme invisible, transforma l'indignation en fureur collective. Une femme, ancienne ambulancière en Afghanistan, se leva, criant « Combien de héros comme lui ont été effacés pendant que nous applaudissions des menteurs ?» Sa voix, brisée par la douleur, ralluma une colère qui menaçait d'embraser la nation. Claire Moreau, la colonelle qui avait défendu Dubois au cimetière, s'avança, les poings serrés. « J'ai enterré des camarades avec lui », lança-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Si un homme comme Dubois doit prouver son honneur, alors cette France n'a plus rien à offrir. » Un officier retraité, médaillé de Verdun, murmura, les larmes aux yeux, « Nous avons laissé faire, et maintenant nous payons le prix de notre silence. » Chaque témoignage était un coup de marteau, fissurant les murs d'un système qui avait protégé des hommes comme Lefebvre sous prétexte de discipline. La lettre mystérieuse, le badge, l'enregistrement et maintenant le carnet de Renaud formaient une mosaïque accablante. Un complot pour réduire au silence ceux qui incarnaient un idéal que la France avait oublié de chérir. Le silence de Dubois, au centre de ce tumulte, devint une force. Il n'accusa pas, ne demanda rien, mais son regard força l'Assemblée à se confronter à sa propre honte. Une jeune journaliste, qui avait jadis loué Lefebvre comme un gardien de l'ordre, griffonna dans son carnet « J'ai vu, mais je n'ai pas compris ». La France, fière de ses valeurs républicaines, se tenait face à un miroir brisé, où l'image d'un général humilié révélait une vérité plus grande. L'injustice prospère quand le silence est choisi par commodité. Dubois, en ne disant rien de plus, avait donné à chacun la charge de réparer ce qui avait été brisé. L'amphithéâtre de Verdun, où Philippe Dubois avait brisé le silence avec un témoignage dévastateur, résonnait encore de sa voix grave, un écho qui avait forcé une nation à se regarder en face. Ces mots, évoquant Jean-Marc Renaud et les nuits de survie à Bamako, avaient transformé l'indignation en un cri pour la vérité. Les révélations, une lettre mystérieuse, un badge suspect, un enregistrement audio, un carnet annoté par Renaud, avaient dévoilé un complot visant à effacer des héros comme Dubois. L'enquête, exposant un système corrompu, avait promis une révision des plaintes oubliées, mais le combat était loin d'être terminé. Alors que la France vacillait sous le poids de sa honte, un nouveau champ de bataille s'ouvrit, une salle de tribunal fédéral où l'honneur d'un général allait sceller le destin d'un homme et d'un système. Sous un ciel voilé de nuages gris, le tribunal de Lille s'éleva comme un monument de justice, ses murs austères promettant un jugement sans compromis. Antoine Lefebvre entra, vêtu d'un costume froissé, dépouillé de son uniforme et de son arrogance. Ses pas, lourds, trahissaient un homme déjà jugé par le regard brûlant des spectateurs. Vétérans, familles de soldats, citoyens ordinaires, tous unis par une colère incandescente. La juge, une femme d'origine normande au passé militaire, posa un regard glacial sur Lefebvre.
Vous êtes accusé d'intimidation armée contre un officier supérieur lors d'une cérémonie nationale, déclara-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Chaque mot était un coup, déchirant le voile d'excuses que Lefebvre avait tenté de tisser. Les preuves s'amoncelèrent, implacables. Les vidéos virales montraient Dubois, droit et stoïque, face au canon tremblant de Lefebvre. L'enregistrement audio, capturé par un micro oublié, révélait son intention préméditée. S'il ne baisse pas la tête, on le fera plier. Mais une nouvelle découverte fit trembler la salle. Un rapport confidentiel, exhumé des archives militaires, indiquait que Lefebvre avait été signalé 5 ans plus tôt pour avoir ciblé des officiers maghrébins lors d'une cérémonie similaire, un acte étouffé par ses supérieurs. Ce document, brandi par la juge, transforma l'accusation en un réquisitoire contre un système qui avait protégé l'injustice. Un vétéran dans l'assistance, médaille cliquetant, cria « Vous avez laissé cet homme salir notre drapeau et maintenant vous parlez de justice ?» La fureur, comme un torrent, menaçait d'engloutir la salle. Lefebvre, acculé, s'effondra sur sa chaise, ses mains tremblantes cherchant un appui qui n'existait plus. « C'était une erreur !» balbutia-t-il, mais ses mots sonnaient creux, noyés dans le mépris collectif. Claire Moreau, la colonelle qui avait défendu Dubois, témoigna avec une rage contenue. « Cet homme a trahi l'honneur de la France, et vous l'avez laissé faire. » Émile Bisset, son ancien subordonné, ajouta, la voix brisée, « Il savait qui était Dubois. Il a choisi la haine. » Chaque parole était une flamme, attisant un brasier d'indignation. La juge prononça la sentence. « Antoine Lefebvre, vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de réduction, pour atteinte à l'honneur national et abus de pouvoir aggravé par des préjugés raciaux. » Le marteau frappa, un son sec qui scella la chute d'un homme et d'un système. Cette condamnation n'était pas une victoire, mais un miroir tendu à la France. Une réforme fut ordonnée, une commission indépendante pour superviser les plaintes contre la police, une révision des protocoles militaires. Dubois, absent du tribunal, n'avait pas besoin d'y être. Son silence, sa dignité face à l'arme, avaient forcé une nation à reconnaître ses fautes. La colère, loin de s'éteindre, devint un appel à ne plus jamais fermer les yeux. Si cette quête de justice vous enflamme, laissez un commentaire avec le mot « vérité » pour honorer ceux qui luttent contre l'injustice. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Qui a caché ce rapport secret et quelles vérités restent à dévoiler? Likez et partagez pour que cette histoire résonne, car le combat pour l'honneur continue. Le tribunal de Lille avait rendu son verdict condamnant Antoine Lefebvre à la réclusion à perpétuité pour avoir menacé le général Philippe Dubois, un héros maghrébin, lors de l'hommage à Jean-Marc Renaud à Notre-Dame de Lorette. Les preuves, vidéos virales, enregistrements audio, rapports confidentiels, avaient dévoilé un système corrompu, protégeant les abus sous couvert de protocole. La lettre mystérieuse, le badge suspect et le carnet de Renaud, annoté pour protéger des officiers comme Dubois, avaient transformé l'indignation en un appel à la réforme. Alors que la France, secouée, promettait une commission indépendante pour réexaminer les plaintes, un silence lourd planait, brisé seulement par la dignité inébranlable de Dubois. Sous un ciel d'hiver pâle, Philippe Dubois revint à Notre-Dame de Lorette, non en uniforme, mais en simple veste sombre, ses gants blancs usés serrés dans sa main. Il s'assit sur un banc de pierre face à la tombe de Renaud, là où un pistolet avait jadis défié son honneur. Ses yeux, fixés sur le drapeau tricolore flottant au loin, brûlaient d'une colère contenue, non contre Lefebvre, mais contre une nation qui avait trop longtemps fermé les yeux. Une nouvelle révélation attisa la fureur. Une médaille, trouvée dans les affaires de Renaud, gravée d'un message codé, pour ceux qu'ils veulent effacer, suggérait que Renaud avait secrètement documenté les injustices contre ses camarades maghrébins. Ce symbole, découvert par Dubois la veille, ralluma une rage silencieuse. Combien d'autres héros avaient été réduits au silence? Le vent agitait les drapeaux comme un murmure de révolte. Une vieille femme, venue fleurir une tombe, s'arrêta, reconnaissant Dubois. « Vous avez tenu bon », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais combien ont été brisés avant vous ?» Sa voix tremblante porta l'écho d'une France blessée, où l'honneur des soldats était piétiné par le préjugé. Dubois ne répondit pas, mais son silence, comme à Verdun, était une accusation. Une jeune soldate, passant par là, posa une pièce sur la tombe de Renaud, un geste muet de respect, comme si l'esprit de Dubois avait ranimé une mémoire collective. La médaille dans sa poche pesait lourd,
Un rappel que la lutte pour la justice ne s'achevait pas avec un verdict, mais exigeait une vigilance éternelle. Dubois, en se levant, sembla porter le poids d'une nation qui devait désormais apprendre à ne plus trahir ses héros. Le retour silencieux de Philippe Dubois à Notre-Dame de Lorette, face à la tombe de Jean-Marc Renaud, avait ravivé une colère sourde contre une nation qui avait permis l'humiliation d'un héros maghrébin. La médaille gravée, trouvée dans les affaires de Renaud, portait un message codé. Pour ceux qu'ils veulent effacer, révélant une lutte secrète contre les injustices. Le verdict contre Antoine Lefèvre, condamné à perpétuité, et les réformes promises n'avaient-ils pas apaisé la fureur collective. Alors que les drapeaux tricolores claquaient dans le vent, il semblait exiger plus qu'une sentence, une reconnaissance des blessures infligées à l'honneur de la France. Dans ce silence chargé, l'histoire de Dubois devint un cri universel. Sous un ciel d'acier, une salle de classe à Lille s'anima d'une révolte nouvelle. Une enseignante, tenant une photo de Dubois saluant à la cérémonie, lut ces mots. « Ce n'est pas pour moi, mais pour ceux qui n'ont jamais été vus. » Ces paroles, simples mais incandescentes, firent trembler les élèves. Une adolescente d'origine algérienne se leva, la voix brisée. « Mon père a été arrêté sans raison, juste pour sa tête. Pourquoi faut-il un général pour qu'on écoute ?» Sa colère, un écho de celle de Dubois, ralluma une fureur dans la salle. Une découverte inattendue attisa l'incendie. Un journal intime de Renaud, retrouvé par sa veuve, mentionnait des réunions secrètes où des officiers maghrébins étaient ciblés pour être neutralisés. Ce document, partagé dans les médias, transforma l'indignation en un brasier national, révélant une conspiration plus vaste. Les mots de Dubois, repris sur les réseaux, devinrent un étendard. À Marseille, un vétéran placarda la phrase sur un mémorial. « Ceux qui n'ont jamais été vus ». À Paris, une étudiante en droit lut le journal de Renaud lors d'un débat, criant « Combien de héros ont été effacés par ce système ?» Chaque voix était un coup contre un mur de silence. La France, fière de ses valeurs républicaines, se confronta à une vérité amère. L'injustice prospère quand les préjugés sont tolérés. Dubois, par son silence, avait donné à chacun le courage de parler, non pour lui, mais pour ceux que l'histoire avait ignorés. Son combat, loin d'être fini, devint un appel à ne plus jamais détourner le regard.